première version d'un séminaire qu'on donne normalement auprès des parents dans des milieux communautaires ou dans des écoles. Donc, je crois que je viens juste d'être connectée. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Anne Dupont-Huot. Je suis sexologue intervenante au réseau Enfants Retour pour les programmes liés à la jeunesse. Alors, bienvenue dans nos locaux. Présentement, je suis la seule qui est ici parce que tout le monde travaille de la maison, mais c'est pas parce qu'on est en confinement que tous nos efforts de soutien aux familles et de prévention cessent. Alors aujourd'hui, on vous avait invité pour une présentation qui avait comme thème la sécurité de mon enfant, j'y veille. Alors, comme normalement, on offre cette présentation-là dans un contexte avec des parents en milieu scolaire ou sinon en milieu communautaire, je vais m'adapter. Alors, si jamais il y en a qui ont des questions au fur et à mesure ou des sujets qui voudraient qu'on touche plus spécifiquement, je vous invite à les écrire dans l'espace de clavardage. Comme c'est la première fois que je fais un Facebook Live, je vous préviens, je regarde à gauche, à droite, donc je vais essayer de faire signe à tout le monde qui se connecte, mais je vous préviens, c'est la première fois, alors première expérience. Donc bonjour Adolphe, ça fait plaisir de vous voir avec nous. Euh, donc, pour ceux qui sont moins au courant de la mission du réseau Enfants Retour, bon, ben, cette année, on célèbre notre 35e anniversaire. Alors, le réseau Enfants Retour a été fondé en 1985 par deux femmes qui se sont rejointes une fois qu'elles ont entendu parler d'un cas assez troublant d'un petit garçon de 4 ans qui a été enlevé. Donc, ces deux femmes-là sont réunies et ont décidé de fonder le réseau Enfants Retour pour soutenir les familles qui cherchaient leur enfant qui avait été porté disparu. Donc, c'est sûr que la première mission qu'on a, nous autres, c'est de soutenir ces familles-là, leur donner une réponse et les épauler dans leur recherche. Donc, c'est pour ça que nous, à la fois, on offre un soutien psychologique. On est une présence quand même avec eux depuis plusieurs années pour ceux qui n'ont toujours pas de réponse sur ce qui s'est passé avec leur enfant. Et on travaille avec un large réseau de partenaires sur toute la province, mais également on a des partenaires internationaux et nationaux. Donc, c'est pour ça qu'on diffuse des affiches à travers les différentes forces de l'ordre, à travers différentes communautés, pour s'assurer que les visages de ces enfants-là sont jamais oubliés et qu'on garde toujours l'œil ouvert pour trouver des réponses. Un autre volet de notre mission, c'est tout ce qui est l'éducation du public, faire la sensibilisation. Donc, à ce niveau-là, on fait des ateliers et des séminaires en contexte scolaire. Donc, entre autres, on travaille auprès des enfants de l'âge scolaire, donc de 5 ans jusqu'à 14 ans environ. On a des ateliers de prévention dans les écoles à travers la province au complet. Entre autres, des ateliers qui sont plus liés à la sécurité générale, qui vont être plusieurs consignes que vous allez entendre aujourd'hui parce que c'est des consignes qu'on va partager en classe. Mais on a également un programme qui est axé plus pour les préadolescents qui s'appelle le programme Aimer, qui fait de la prévention pour l'exploitation sexuelle. Donc, si jamais vous avez plus de questions par rapport au programme spécifique, vous pouvez les indiquer dans l'espace clavardage, puis je vais y répondre au meilleur de mes connaissances. Alors, les séminaires aussi qu'on offre pour les parents, donc comme je disais, c'est une première fois que je vais le faire en version live. Donc, normalement, je suis habituée que ça soit un échange, alors n'hésitez pas à poser des questions. C'est important de savoir que en tant que parent ou en tant que famille, c'est vous l'expert de votre enfant ou de l'enfant en qui vous avez la charge. Donc, moi aujourd'hui, je suis plutôt ici pour vous offrir des conseils, des consignes pour vous aider dans l'éducation d'un enfant en matière de sécurité, mais ça reste que vous êtes toujours les mieux placés pour savoir ce qui est plus adapté, ce qui est mieux pour votre enfant. Donc, si on regarde un portrait global du Québec en ce moment, donc on a eu les statistiques pour 2019. Au Québec, il y a eu 5805 cas d'enfants disparus en 2019 seulement. Donc évidemment, je ne peux pas voir vos réactions faciales en ce moment, sauf que je sais que souvent, les gens sont surpris. Et oui, il y a matière à être surpris, c'est immense, 5805 cas d'enfants disparus. Par contre, pour rassurer les gens, je tiens à vous mentionner que dans 59% des cas, ces dossiers-là sont résolus à l'intérieur de 24 heures. Et pour 92% des cas,
ils sont résolus à l'intérieur de la semaine qui suit la disparition. Quand on parle de cas d'enfants qui disparaissent, il y a trois manières qu'un enfant peut disparaître. Premièrement, ce qui est le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle des fugues. Donc, des fugues, c'est quand un enfant, principalement un adolescent, va décider de quitter son lieu de domicile. Donc, que ce soit pour aller rejoindre des amis, pour défier l'autorité, peu importe, il y a plusieurs raisons. Donc ça, c'est des fugues. Et c'est ce qui est le plus courant. Puis ce qui est important de savoir, c'est qu'on a des fugueurs qu'on dit chroniques. Donc un fugueur chronique, c'est quelqu'un qui, à plusieurs reprises dans l'année, va décider de s'enfuir de son lieu de domicile. Si cet enfant-là est signalé à chaque reprise à la police quand il fugue, eh bien, il est comptabilisé à tous ces moments-là dans les statistiques. Donc, ça baisse un petit peu le nombre d'enfants quand on considère qu'il y a des fugueurs qui sont chroniques. Ensuite de ça, en importance, dans les disparitions, on a ce qu'on appelle des enlèvements. Des enlèvements, puis pour ceux qui ont suivi un petit peu plus nos publications dans ce dernier mois, vous allez peut-être remarquer qu'on a indiqué, on avait des sondages, en fait, on posait des questions au public pour pour connaître vos impressions sur la sécurité auprès des enfants. Puis une des questions qu'on a posées, c'était est-ce que vous pensez que des disparitions qui sont faites par enlèvement sont l'œuvre d'un étranger ou de quelqu'un qui est connu de la famille, connu de l'enfant? Et donc, dans presque au-dessus de 95% des cas des disparitions, ben, c'est fait par quelqu'un que l'enfant connaît déjà. Alors, c'est pour ça que nous autres, à travers les différents ateliers qu'on offre avec les enfants, on les conscientise sur l'importance d'apprendre à dire non, puis l'importance aussi d'écouter leur corps. Et finalement, ce qui est le plus rare, mais malheureusement, ce qui peut quand même arriver, c'est des disparitions qu'on dit mystères. Donc, une disparition mystère, c'est un enfant dont on ne sait pas ce qui s'est passé. On cherche encore des réponses, puis malheureusement, on a encore des familles aujourd'hui qui attendent des réponses pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec leurs enfants. Alors nous, notre boulot à travers ça, c'est des épauler, de s'assurer qu'on n'oublie pas ces enfants-là, puis qu'on continue à garder l'œil ouvert dans la communauté. Alors, à ce niveau-là, moi, je vous invite sur nos différentes plateformes. Vous aurez peut-être vu que depuis le 1er mai, on a diffusé une nouvelle affiche des enfants disparus. Donc, c'est important de prendre le temps de visualiser chacune des photos pour garder l'œil ouvert. Et entre autres, pour plusieurs d'entre elles, on a fait un vieillissement de photos parce qu'il y a certains cas qui datent de plusieurs années. Aujourd'hui, on parle de prévention. Et la prévention, c'est le meilleur outil de protection pour les enfants, le meilleur outil pour qu'ils puissent se protéger des risques, des abus et des enlèvements ou des disparitions en général. Et donc, la prévention, ben, c'est l'idée de renforcer les compétences et les capacités de l'enfant pour être capable de faire face à des situations qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et il n'y a pas de bon âge pour commencer à faire de la prévention en matière de sécurité. Ça se fait à tout âge. La clé, c'est de s'adapter à son niveau de maturité et s'adapter à la personnalité de l'enfant. Donc, en tant que parent ou en tant qu'entourage d'un enfant, ben, on est les mieux placés pour ça. Au Réseau Enfants Retour, on travaille sur trois principes qui guident vraiment la prévention. Premièrement, on parle de l'estime de soi, ensuite de communication et d'éducation. Donc, c'est ça les trois volets que je vais regarder aujourd'hui avec vous. Pour commencer avec l'estime de soi, j'imagine la plupart d'entre nous, on est familier avec ça. Donc, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on donne à sa propre personne, la confiance qu'on peut avoir en ses capacités et l'idée qu'on peut se reconnaître nos forces. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est quelque chose qu'on va travailler également toute notre vie. Donc, en étant confronté à des situations qui sont difficiles, on se fait ébranler, puis on doit passer à travers certains défis. Donc, l'estime de soi, c'est quand on a confiance en nos capacités, puis qu'on peut passer à travers ces épreuves-là. Donc, pour l'estime de soi de notre enfant, on peut le faire dès qu'il est très, très jeune. Renforcer son estime de soi, ça se fait à travers plusieurs différents aspects. Et c'est important de le faire parce que c'est un des meilleurs moyens de défense. Donc, l'enfant va pouvoir résister à des pressions de son entourage, résister à des pressions en général dans la société s'il a confiance en ses capacités. Donc, premièrement, c'est important d'être à l'écoute. Ça semble assez banal d'être à l'écoute, sauf que c'est pas seulement au niveau de la parole, c'est aussi par rapport à l'attitude d'un enfant, l'attitude du jeune. Donc, être capable d'observer ses signaux, observer son langage corporel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que je devrais avoir la puce à l'œil parce que ça fait quelques jours qu'il est de mauvaise humeur? Donc, être à l'écoute de ça.
Ensuite, c'est d'avoir des attentes qui sont réalistes. Donc, des attentes réalistes, c'est reconnaître l'âge, la maturité, la personnalité de notre enfant. Donc, ça se peut qu'on ait plusieurs enfants, ils sont tous très différents, ils n'ont pas les mêmes forces, donc il faut que je puisse m'adapter à chacune de ces personnes-là. Et permettre aux enfants de pouvoir vivre des succès. Donc, vivre des succès, c'est aussi banal que réussir un exercice de mathématiques. C'est aussi banal que réussir une recette de cuisine. Mais en se basant sur la personnalité de chaque enfant, en renforçant leurs compétences, on peut leur faire vivre des petits succès et ce, très, très jeunes. Leur démontrer notre affection. Encore, ça semble assez banal, sauf que démontrer notre affection, c'est quelque chose qui peut se faire juste en ayant une présence qui est active. Pas être toujours derrière notre écran ou pas toujours être occupé, si on peut dire, mais vraiment avoir des moments qui sont réservés à la confidence et des moments où on est ouvert puis on peut accueillir notre enfant. On veut aussi miser sur les forces de notre enfant. Donc, on veut les encourager, on veut les souligner. Puis c'est quelque chose que on observe qui manque beaucoup aux enfants aujourd'hui. Donc, à travers nos différentes activités de prévention et d'éducation en milieu scolaire, il y a certains groupes, en fait, tout notre programme qui pour les préadolescents, on va questionner les jeunes sur leur estime de soi en leur demandant s'ils sont capables de retrouver des qualités, d'être capables de nommer des choses qu'ils apprécient de leur personne. Et souvent, c'est très, très, très difficile. Ils vont très rapidement nommer des défauts, des choses qu'ils n'aiment pas, mais c'est difficile de reconnaître leur bon côté. Donc, si nous, en tant que parents ou en tant qu'entourage, on peut encourager leurs forces, ça va être pas mal plus facile pour eux de développer leur estime d'eux-mêmes. On veut aussi solliciter leur avis. Donc, solliciter leur avis, leur demander leur opinion, ça permet entre autres qu'ils puissent se développer dans leur personnalité. Et ça fait aussi en sorte qu'ils vont développer leur esprit critique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à tous les jours sur des choses aussi banales que leur demander leur opinion sur qu'est-ce qu'ils veulent faire pour leur anniversaire ou qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la fin de semaine, par exemple. C'est important de créer un lien privilégié. C'est-à-dire que ça se peut qu'on ait plusieurs enfants ou on est en charge de plus qu'une seule personne, mais quand on est capable d'avoir une activité qui est réservée seulement à nous et cet enfant-là, ben, on est en train de créer un moment précis où un enfant pourrait se confier. Et c'est prouvé qu'un enfant va arriver plus facilement à une confidence dans un moment qui est informel. Donc, en ayant une activité aussi banale que préparer un repas avec cet enfant-là ou d'avoir un sport qu'on pratique les deux ensemble, ben, on est en train d'ouvrir la porte à une confidence si confidence il y a lieu d'être. Donc, si on parle maintenant plus de communication, on a découpé un petit peu la communication en différentes tranches d'âge, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose entre un bébé naissant puis un adolescent. Alors, quand on parle d'une tranche d'âge de 0 à 2 ans, c'est sûr que la communication se passe plutôt à travers le langage corporel, à travers le ton de notre voix et à travers le toucher. Donc, c'est très physique et d'où l'importance de notre présence physique auprès de l'enfant. Entre autres, également dans l'allaitement, par exemple. Juste le simple fait de regarder notre enfant pendant l'allaitement, on est en train de créer une communication. Maintenant, quand on arrive dans le 2 à 5 ans, on a souvent tendance à dire que les enfants sont des vraies éponges. Et oui, c'est vrai, ils apprennent, ils comprennent rapidement, ils apprennent beaucoup, beaucoup de choses à cet âge-là. Donc, ils comprennent entre autres que les paroles de leur entourage, entre autres de leurs parents, des adultes dont ils sont le plus proches, que leurs paroles à ces personnes-là, ils ont un impact sur leur vie à eux en tant qu'enfants. Donc, entendre entre autres, ben si t'es pas calme, t'auras pas de dessert. Ah, d'apprendre que ce qui est dit, il y a un impact vraiment sur mon comportement ou sur moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Ils apprennent aussi que leurs mots, leur langage a un impact sur leur environnement. C'est-à-dire que on apprend c'est quoi des bons, c'est quoi des mauvais mots. Et si je dis des mauvais mots, ben je vais me faire gronder. Ou j'apprends qu'il y a certaines choses que je peux pas dire à certains moments. Donc, c'est pour ça que c'est important de stimuler leur langage, puis leur assurer qu'on leur donne ces moments-là pour pouvoir s'exprimer. Parce que, entre autres, souvent, ce qu'on entend, les deux mots les plus populaires chez les 2 à 5 ans, c'est non et pourquoi. Bon, il y en a sûrement aussi qui vont se dire c'est fatigant toujours entendre ça, sauf qu'il y a une raison derrière. Entre autres, premièrement, le non. Faut repenser à l'idée que l'enfant, ben, il est le reflet de son environnement. Donc, il va observer qu'est-ce qui se passe alentour de lui
et il va en être le miroir. Donc, si la plupart du temps, quand il fait des choses, puis il va se faire chicaner ou il fait des choses qu'il n'a pas le droit de faire, il se fait toujours dire non ou arrête, ben c'est ça qu'il va répliquer lui également. Mais c'est important parce qu'il a besoin de s'affirmer. Et donc, le non, il est important, mais c'est aussi une bonne idée de lui donner d'autres options. Donc, si nous, quand on veut apprendre à notre enfant qu'il n'a pas le droit de faire quelque chose, au lieu de seulement dire non, lui offrir une phrase complète. Par exemple, il est en train de jouer avec le toutou à sa sœur, puis il n'a pas le droit de le faire parce que c'était elle qui jouait avec en premier, on va dire. Ben, au lieu de lui dire non, ça serait simplement de lui expliquer, ben ça, c'est pas ton jouet, c'est à ta sœur, demande-lui si tu peux lui emprunter. Ou il est en train de sauter sur le divan, puis c'est censé être un moment très calme en famille, bien lui expliquer, c'est simplement pas le moment, donc tu vas pouvoir aller jouer dehors dans quelques minutes, par exemple. En lui offrant une explication, de un, ça lui donne plus de langage, mais en plus, ça lui donne une meilleure explication qu'un simple non. Ensuite, le pourquoi. Le pourquoi qui peut être fatigant pour certains adultes, je peux le comprendre quand à chaque fois on dit quelque chose, on se fait ramener la question mais pourquoi? De un, c'est important d'y répondre dans la mesure où l'enfant est curieux. On veut répondre à sa curiosité, il est en train d'en apprendre beaucoup sur le monde qui l'entoure. Mais en tant que parent ou en tant qu'adulte qui est responsable de cet enfant-là, on le connaît très bien. Donc, on est capable de savoir quand est-ce que c'est vraiment une curiosité, puis quand est-ce que c'est un moment où j'essaie seulement de défier l'autorité. Donc, ça reste à votre responsabilité et vous, votre dynamique avec votre enfant pour savoir cette subtilité-là. Et c'est important aussi, entre 2 et 5 ans, que les enfants puissent apprendre à reconnaître leurs émotions. Donc, reconnaître leurs émotions pour être capable de l'exprimer dans des contextes où ils ont besoin de le faire. Pour qu'ils puissent apprendre à reconnaître leurs émotions, ça peut se faire à travers des jeux d'expression faciale. Donc, nous, on peut faire des expressions faciales, demander à l'enfant de les nommer ou vice-versa. Ça peut se faire à travers les mimes, ça peut se faire à travers des livres d'histoire. Il y a même des émissions de télévision qui parlent des émotions. Donc, quand l'enfant est en mesure d'identifier son émotion, il va être capable aussi de l'exprimer à son entourage, qui va rendre le règlement d'une situation pas mal plus facile. Ensuite, quand on tombe dans la tranche d'âge 6 à 11 ans, c'est assez vaste, mais c'est important à cet âge-là qu'on l'encourage à expliquer ses idées. Si on veut qu'il développe son langage, qu'il soit en mesure de bien communiquer, on veut l'encourager à ce qu'il puisse bien s'exprimer. Et ça peut se faire à travers des reflets. Donc, un reflet, c'est de voir l'émotion ou voir comment est-ce que l'enfant se présente, puis ne pas lui ramener ça en forme de question, mais plutôt en reconnaissance. Donc, par exemple, notre enfant rentre à la maison, il a l'air maussade. Donc, plutôt que de lui demander qu'est-ce qui va pas, t'as pas l'air de bonne humeur, c'est de lui renvoyer plutôt en forme de j'ai constaté quelque chose. Donc, je crois que t'as pas eu une bonne journée aujourd'hui. Ou est-ce que ça se peut que finalement t'as eu un affrontement avec des amis? Donc, d'être capable, au lieu de seulement poser une question, de reconnaître qu'on a vu que l'émotion en avait changé, ça ouvre la porte à une confidence. Ensuite, c'est important de reconnaître que nous, en tant qu'adultes, on fait des erreurs et d'être capable d'en rire. Donc, on en fait des erreurs, c'est normal, on est tous humains, mais il faut que notre enfant l'apprenne que c'est normal, effectivement, de faire des erreurs. Alors, dans la mesure où il apprend que c'est normal, ben, il peut lui aussi être capable de, à travers ses relations avec ses pairs, avec ses amis, puis des gens de son âge, être capable de le reconnaître lui aussi quand il fait des erreurs. Donc, on ne veut pas banaliser tout, sauf être capable de voir comment est-ce que je peux récupérer la situation quand je fais une erreur. Donc, par exemple, si nous, en tant qu'adultes, on s'est impatienté, puis on a mal réagi à une situation avec notre enfant. Donc, être capable de le reconnaître, j'ai peut-être été impatient ou j'ai réagi trop vite, la prochaine fois, je vais le faire différemment. Donc, juste en faisant ça, notre enfant remarque que comme, OK, même papa, maman ou même cet adulte-là peut en faire des erreurs. Donc, c'est normal. Et moi, comment est-ce que je vais réagir la prochaine fois si jamais j'en fais une? De 6 à 11 ans, on peut aussi encourager les enfants à établir certaines règles. Avec notre encadrement, évidemment, on les laisse pas faire absolument n'importe quoi, mais d'être capable de leur donner cette flexibilité-là pour établir certaines règles. Comme par exemple, c'est l'heure de la collation, donc au lieu de leur fournir directement la collation, ça serait de leur demander, bon, ben, tu as le choix entre une banane puis une orange ou entre une barre granola puis des craquelins.
Donc, en faisant ça, ben là, au moins, il sent qu'il peut prendre des décisions qui ont un impact, certes minime, mais tout de même un impact sur leur vie. Une autre situation, par exemple, si l'enfant il a le droit de regarder 30 minutes de télévision par jour, ben, c'est de lui donner l'option, OK, est-ce que tu veux regarder la télévision avant le souper ou après le souper? En lui donnant ces deux options-là, ben, au moins, il sent qu'il peut prendre des décisions, puis il sent qu'il y a un rôle à jouer. Ensuite, on tombe dans l'adolescence. Souvent, qui est la bête noire de plusieurs parents, parce qu'on a l'impression que notre enfant change complètement, qu'il veut pas entendre parler de quoi que ce soit, de on est passé par là, parce que eux, ils se vivent vraiment que ben moi c'est mon moment, puis même si toi tu as vécu certaines difficultés, t'es pas dans ma peau. Alors, c'est une phase qui passe, je vous rassure. Sauf que c'est sûr que c'est pas nécessairement facile quand on est dedans, quand on a le nez directement dedans. Entre autres, l'adolescent il est souvent très critique par rapport au monde des adultes. Et ce qu'on veut, c'est l'aider à développer son sens critique, mais sur quelque chose de plus large. Donc, entre autres, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça se peut que notre enfant il observe des contradictions dans nos actions. C'est-à-dire que si on est toujours en train de lui dire, ben ramasse ta chambre, ramasse ta chambre, ramasse ta chambre, sauf que là, une journée, nous, on se laisse traîner, ben il va nous le ramener, ça. Il va nous le dire, ben toi, tu me demandes de me ramasser, mais tu n'es pas capable de le faire toi-même. Alors, ce qu'on veut, c'est être capable de porter son attention sur quelque chose de plus large. Donc, de développer son esprit critique, mais peut-être sur des sujets plus pertinents comme des débats d'actualité. À travers ça, il va développer son intellectualité qui est très, très, très important. À cet âge-là, c'est important de reconnaître, puis on le sait déjà, qu'ils sont très différents de nous, nos enfants. Sauf que à cet âge-là aussi, à cause de leur développement de personnalité, ils ont de plus en plus d'intérêts spécifiques, ils se développent dans certaines activités qu'ils aiment, ils ont des aspirations, et on doit reconnaître donc que nos aspirations qu'on avait à notre âge, c'est peut-être pas les leurs. Donc on veut pas leur plaquer nos aspirations. C'est sûr qu'on veut le meilleur de nos enfants, on veut qu'ils puissent réussir dans tout ce qu'ils font, sauf qu'il faut reconnaître que eux, leurs aspirations sont différentes des nôtres. Donc, de se repencher sur, ben, c'est quoi leur personnalité, c'est quoi leur force pour être capable de les encourager à vivre des succès. Et c'est important aussi à cet âge-là qu'en tant que parent, on soit cohérent dans nos décisions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend une décision, on reste dessus. Je sais que c'est pas facile en contexte où on est deux ou plusieurs parents, ou par exemple, l'enfant doit être dans deux maisons, deux domiciles différents parce que les parents sont séparés. Mais c'est important au moins de s'entendre sur c'est quoi les valeurs, sur c'est quoi les types de punitions qu'on peut donner, ou comment est-ce qu'on va encadrer notre enfant pour s'assurer que il y a quelque chose qui est cohérent. Parce que s'il y a un parent qui est plus permissif qu'un autre, ben l'enfant ne va pas nécessairement tirer de leçons d'une situation qui s'est passée. Donc, par rapport à tout ce qui est l'aspect de communication, là, c'est un peu grosso modo divisé par tranche d'âge, mais ce qui est important de se rappeler dans l'ensemble, c'est qu'on veut garder une communication qui est ouverte, une communication qui n'a pas de jugement. Comme ça, notre enfant va plus facilement venir se confier et plus facilement parler de comment est-ce qu'il se sent. Et donc, nous, on va pouvoir être un acteur pour résoudre des problèmes si jamais il y en a. Si l'enfant a peur des conséquences parce qu'il en a déjà vécu dans une situation, ben, il y a moins de chances qu'il vienne se confier. Alors, c'est pour ça qu'on veut s'assurer que c'est ouvert. Par exemple, c'est déjà des contextes qu'on a eus, nous autres. On donne beaucoup d'informations par rapport à la sécurité sur Internet dans certains de nos ateliers. Ben, nous, on a déjà eu le commentaire d'un enfant qui nous dit, qui nous explique la situation comme telle, que lui, à un certain moment, il jouait à un jeu vidéo en ligne, puis il est en train de clavarder avec un des autres joueurs, et un des autres joueurs lui demande son adresse. Puis là, le petit bonhomme, 9 ans, a peur, donc il décide de terminer le jeu, puis il va se confier à ses parents. Mais la réaction de ses parents a été de lui enlever l'autorisation de jouer à ce jeu vidéo-là parce qu'il jugeait que c'était dangereux. Sauf qu'à travers ça, ce que l'enfant a appris, c'est qu'il a été puni pour quelque chose dont il n'était pas responsable. Alors, ce qu'on veut faire, c'est plutôt l'accueillir, le rassurer en lui disant que c'est pas de sa faute, puis de lui donner les outils pour être capable de se protéger. Donc, en faisant ça, on va l'avoir la confidence, puis on va s'assurer qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie sur Internet, par exemple. Si maintenant on parle d'éducation, donc je vous arrive pas avec un gros secret, l'éducation évidemment ça commence à la maison et non pas à l'école. Donc
On hésite souvent à parler de sécurité avec des enfants parce qu'on a peur de leur faire peur. On a peur qu'ils deviennent méfiants, qu'ils deviennent hyper vigilants. Sauf qu'il y a une manière de parler de sécurité. Donc, pour en parler, c'est de, oui, traiter la réalité. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, des disparitions, des enlèvements, mais toi, en tant qu'enfant, je vais te donner des trucs puis des outils pour que tu puisses te protéger pour pas que ça t'arrive. En faisant ça, on est en train de bâtir sur leur confiance et non pas seulement en train de leur faire peur en leur racontant des scénarios épouvantables. Alors, pour ceux qui ont participé aux différents sondages qu'on a faits au courant des dernières semaines, vous avez remarqué qu'il y a une des questions qu'on a posées qui était c'est quoi la règle de sécurité la plus importante à transmettre à un enfant? Et surprise, il n'y a pas une règle de sécurité qui est plus importante qu'une autre. En fait, toutes les formes de règles sont essentielles. Par contre, avant de commencer à faire des listes, le plus important, c'est de reconnaître qu'un enfant, avant l'âge de 7 ans, n'a pas les habiletés cognitives pour réfléchir de manière logique. Ce que ça veut dire, c'est que la première règle de sécurité revient à l'entourage, c'est-à-dire c'est la supervision. Donc, essentiel de toujours maintenir une supervision par un adulte de confiance qui va surveiller des enfants, mais aussi de reconnaître que jusqu'à l'âge de 18 ans, un enfant, il est sous la responsabilité de ses parents ou de ses gardiens légaux. Donc, c'est à eux de prendre les décisions puis d'offrir les consignes nécessaires selon la personnalité de l'enfant. Donc, je vais vous parler de certaines consignes de sécurité qu'on partage avec les enfants en milieu scolaire. Donc, peut-être je vais vous donner quelques petits exemples à travers ça, des scénarios qu'on fait avec eux. Première chose qu'on leur enseigne, c'est que c'est essentiel de connaître nos informations personnelles. Donc, nos informations personnelles, c'est tout ce qui est lié directement à moi en tant qu'enfant. Donc, c'est quoi son nom? C'est quoi le nom de ses parents? C'est quoi son adresse? C'est quoi son numéro de téléphone? Pour rendre ça plus facile, un petit truc qu'on leur donne, c'est d'inventer une chanson, une petite comptine qu'on peut se répéter. Comme ça, on peut mémoriser ces informations-là. Les informations personnelles d'un enfant, c'est pas quelque chose qu'on veut rendre visuel, c'est-à-dire qu'on veut pas le rendre public. Donc, ça devrait jamais être sur Internet, mais aussi ça devrait pas être visible sur ses effets personnels. C'est-à-dire que, par exemple, la rentrée scolaire, bon, ça va être particulier cette année, mais la rentrée scolaire, ça se peut qu'on veuille identifier les objets de notre enfant. Mais si on écrit en gros sur son sac à dos son prénom, on est en train de dire à tout le monde qui va le voir, c'est quoi son prénom. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait éviter, mais plutôt écrire son nom, par exemple, à l'intérieur de ses effets scolaires. On veut aussi enseigner à un enfant où est-ce qu'il peut trouver de l'aide. Où est-ce qu'il peut trouver de l'aide? C'est à la fois dans les services d'urgence, donc la police, les ambulances, les pompiers, mais aussi à l'intérieur même de son quartier. Donc, c'est qui les voisins, chez qui il peut aller cogner si jamais il a besoin d'aide, ou si jamais papa ou maman n'est pas encore rentré à la maison. Si jamais il est perdu dans un commerce, à qui est-ce qu'il va s'adresser? C'est toujours à un employé. Puis pour être capable d'identifier un employé, c'est ceux normalement qui ont un uniforme puis qui ont une cocarde avec leur nom. Puis un petit truc qu'on peut faire, c'est peut-être la prochaine fois qu'on fait une balade en famille dans notre quartier, mais c'est d'être capable de pointer ces lieux-là qui sont sécuritaires, comme ça l'enfant va savoir où est-ce qu'il peut aller si jamais il a besoin d'aide. On leur enseigne aussi l'importance du système de copains. Le système de copains, c'est l'idée qu'on est plus en sécurité si on se déplace en groupe. Et c'est prouvé, parce qu'un enfant qui va se déplacer avec un autre enfant a 70% moins de chances de se faire aborder par un inconnu. Et quand il est en groupe, ces chances-là chutent à moins de 90% des chances qu'il se fasse aborder par un étranger. Donc, le plus de personnes on est ensemble pour un déplacement, le plus en sécurité on va être. Donc, si par exemple notre enfant doit aller à pied à l'école ou à ses activités parascolaires, s'il est accompagné de quelqu'un, c'est sûr que ça va mieux aller. C'est aussi important de lui enseigner quoi faire en cas d'urgence. Donc, comment appeler le 911, mais c'est qui que je vais rejoindre au 911 et c'est quoi une urgence. Donc, souvent, le scénario que moi je présente avec les enfants en milieu scolaire, c'est que moi je leur demande, bon, qu'est-ce que tu fais si tu as peur, tu es dans un parc avec ton ami puis tu as besoin d'aide? Là, ils vont me dire, je vais me mettre à crier. Sauf que la plupart du temps, quand que des enfants jouent ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Puis ils ne sont pas nécessairement en danger. Alors, moi, si je passe à côté d'un parc, puis il y a des enfants qui jouent et j'entends simplement crier, je ne vais pas nécessairement me tourner pour aller venir en aide parce que je me dis, c'est des enfants qui jouent dans un parc. Sauf que, il y a des choses qui peuvent crier qui vont faire en sorte qu'ils peuvent alerter le monde alentour et ces personnes-là peuvent venir en aide. Comme par exemple, crier, c'est pas mon père ou c'est pas ma mère.
j'ai besoin d'aide. Ces mots-là vont attirer l'attention des gens alentours puis vont pouvoir aider un enfant dans le besoin. On leur enseigne aussi c'est quoi une distance qui est sécuritaire. Ce qui semble un petit peu ridicule aujourd'hui parce que là, on est obligé de garder un minimum de 2 mètres de distance. Donc, cette distance-là sécuritaire pour les infections demeure également pour la protection des enfants, mais normalement, on leur enseigne qu'une distance sécuritaire avec les personnes que je connais pas, c'est de 3 pas de géant. Cette distance-là, on est capable de se parler, sauf qu'au moins, j'ai une distance physique qui fait en sorte que si j'ai besoin de m'en aller, ben, je sais que je vais pouvoir le faire. On leur enseigne aussi que ce qui est essentiel, c'est de toujours demander la permission à l'adulte qui est responsable de eux. Donc, demander la permission pour aller faire une activité, mais aussi demander la permission quand on change nos plans. Donc, si par exemple, toi, tu t'en allais au parc, puis au parc, tu as rencontré ton ami Julien, puis le Julien t'invite chez lui, bien, il faut que tu ailles demander la permission à ton parent ou à ton gardien de pouvoir changer de plan. Parce que si tu t'en vas chez Julien sans demander la permission, bien, moi, je ne saurais pas où te trouver. Alors, de toujours demander la permission. Et finalement, un petit truc qu'on leur donne, c'est d'avoir un mot de passe secret. Donc, un mot de passe secret avec leurs parents ou leurs adultes qui s'occupent d'eux. Comme ça va faire en sorte, dans un contexte où l'enfant doit se faire ramasser par un parent, par exemple à la garderie ou à une activité, et qu'un parent ne peut pas se présenter pour x, y raison, bien, s'ils ont un mot de passe ensemble, le parent pourrait envoyer un autre adulte de confiance pour venir chercher son enfant. Et l'enfant, donc, doit demander le mot de passe à l'adulte pour s'assurer que c'est quelqu'un que vraiment son parent a envoyé et non pas un étranger que je ne connais pas. Alors, un élément essentiel aussi dont on doit conscientiser les enfants, c'est d'être à l'écoute de leur corps. Donc, ça, on appelle être conscient de son système d'alarme interne. Donc, le système d'alarme interne, c'est un peu les réactions physiques de notre corps quand ça ne va pas bien. Donc, des réactions de stress ou d'anxiété. Quand on est inconfortable, comment est-ce qu'on se sent? Donc, principalement, il y a 4 choses qui vont se passer. C'est avoir le cœur qui bat vite, avoir des papillons dans le ventre, commencer à avoir les mains moites ou trembler. Quand notre corps nous envoie ces signaux-là, ben, c'est parce qu'on n'est pas bien, la situation est inconfortable. Donc, c'est important d'enseigner ça aux enfants puis qu'eux soient capables d'identifier dans leur corps quand ils se sentent pas bien, qu'est-ce qui se passe. Parce que ça veut dire qu'ils sont inconfortables. Et s'ils sont inconfortables, ben, ils ont le droit de dire non. Et même s'ils ne sont pas des adultes, on doit les écouter là-dessus. Donc, ils ont le droit de dire non, même si c'est à un adulte, même si c'est à un adulte qu'ils connaissent. Et ça, c'est essentiel pour leur enseigner c'est quoi le consentement. Si tu te sens inconfortable parce qu'on te demande de donner des bisous à ma tante, mon oncle, puis toi, tu n'aimes pas ça, bien, il faut le respecter, il faut l'écouter. Et on veut aussi leur offrir des alternatives. Donc, toi, si tu n'es pas à l'aise parce que tu te sens tout croche dans ton corps, bien, il y a d'autres manières que tu peux montrer ton affection. Ça peut être en faisant des becs soufflés, en donnant des câlins, ou en faisant des high-fives ou des poignées de main secrètes. Peu importe, il y a d'autres manières de montrer notre affection, mais il faut que l'enfant soit en mesure de pouvoir dire non, donc d'écouter son corps et que ses adultes de confiance valident ça. Un autre scénario aussi qu'on fait avec les enfants, c'est toute la question de demande d'aide. Donc, un enfant, on lui apprend à être poli, à aider les autres puis à être serviable. Sauf qu'il y a des contextes dans lesquels il n'est pas obligé de le faire. Donc, moi, je fais un scénario, par exemple, avec les enfants en milieu scolaire où j'ai 2 enfants là en train de jouer au badminton au centre communautaire et moi, j'arrive et je suis toute pressée puis je cherche mes clés. Et c'est vraiment urgent de retrouver mes clés d'auto parce que je dois apporter ma mère à un rendez-vous d'urgence à l'hôpital. Donc là, j'arrive, je leur demande de m'aider parce que c'est vraiment, vraiment important. Et la plupart des enfants vont décider de me suivre, de vraiment aller m'aider. Donc, quand je reviens avec eux, je leur explique que c'est normal de vouloir aider. Sauf qu'un adulte qui a besoin d'aide devrait toujours demander de l'aide à un autre adulte et non pas à un enfant. Puis si toi, en tant qu'enfant, tu as vraiment le goût de m'aider parce que j'ai l'air d'être dans le pétrin total, ben, il faudrait que tu aies demandé la permission avant. Et surtout, on ne peut pas se fier à l'apparence physique de quelqu'un. Donc, je ne peux pas savoir si quelqu'un est gentil ou méchant seulement en regardant son visage. Donc, pour pouvoir aider, il faut que j'aille demander de l'aide, il faut que j'aille demander, la permission à mon adulte de confiance d'abord. Arrive toute la question donc de l'étranger. Et c'est également quelque chose qu'on a posé comme question dans notre dernier sondage sur la notion de l'étranger. Donc, souvent, on a appris quand on était jeune que pour se protéger, il ne fallait jamais parler aux étrangers, que c'était dangereux.
Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, un enfant va être le reflet de son milieu, de son entourage. Et l'enfant va observer que nous, en tant qu'adultes, on parle à des étrangers, souvent. Donc, ça devient une grosse confusion pour lui. Donc, alors, ce qu'on veut faire, c'est l'accompagner sur qu'est-ce qu'on peut dire à un étranger. Donc, de lui faire observer que oui, je parle à un étranger quand on est dans la file à l'épicerie, puis c'est long, puis il faut garder 2 mètres de distance. Mais qu'est-ce que je dis à l'étranger? Est-ce que je lui parle de ma vie privée? Est-ce que je lui dis où est-ce que j'habite, où est-ce que je travaille? Non. On parle de la météo, on parle de l'actualité, mais on ne parle jamais de notre vie privée. Donc, comme ça, l'enfant peut être en mesure de, si jamais il se fait poser une question par un étranger, qu'il n'ait pas peur, puis qu'il comprenne comme, OK, je peux répondre, mais je vais répondre avec ce avec quoi moi je suis à l'aise, puis je ne vais jamais dire d'informations personnelles. Finalement, un des derniers trucs qu'on enseigne aux enfants, c'est l'équation de sécurité. L'équation de sécurité, c'est 3 questions qu'un enfant doit se poser dans un contexte où il a une décision à prendre. Donc, 3 questions auxquelles il doit répondre par oui ou non. Premièrement, est-ce que j'ai un bon sentiment? Donc, si jamais il ressent son système d'alarme qui se réveille, il a mal à la tête, il a le cœur qui bat vite, il commence à trembler, ben ça veut dire qu'il n'a pas un bon sentiment. Donc, première question, est-ce que j'ai un bon sentiment? Deuxièmement, est-ce qu'on va savoir où me trouver? Troisième question, est-ce que je pourrais avoir de l'aide? Donc ça, c'est les 3 questions qu'il doit se poser. Puis si jamais il répond non à une de ces 3 questions, ben c'est parce que c'est un scénario qui n'est pas sécuritaire. Donc il ne doit pas dire oui ou il ne doit pas aller vers cette situation-là. On peut pratiquer ce genre de questions-là avant une sortie. Comme ça nous permet de parler de sécurité avec un enfant. Puis qu'est-ce qu'il fait si jamais il est perdu, par exemple? On peut pratiquer des scénarios comme par exemple, tu es devant chez toi, puis il y a un voisin qui t'approche, puis qui te demande de l'accompagner pour aller au magasin. Ou tu es au parc, puis il y a quelqu'un qui t'arrive, puis qui te demande de l'aider à trouver son chien. Donc, en lui présentant des scénarios comme ça, on l'encourage à se poser ces 3 questions-là, puis il va être en mesure de réagir et répondre donc par oui ou non, et sachant qu'un non, ça veut dire que c'est pas sécuritaire, donc il va apprendre c'est quoi une situation qui l'est ou pas. Alors, ça, c'était principalement nos conseils de base qu'on offre aux enfants en âge scolaire. C'est sûr que, comme j'expliquais, nos enfants sont tous différents, ils ont des niveaux de maturité, ils ont des personnalités qui sont différentes aussi. Donc, c'est nous, en tant que parents, puis en tant qu'éducateurs, d'adapter notre langage, puis d'adapter nos situations avec cet enfant-là. Ce qui est important, c'est de toujours garder la communication ouverte, comme je l'ai dit, d'être présent, puis d'encourager le développement de leurs compétences. Alors, à ce niveau-là, je vous présente aujourd'hui, on a plusieurs guides qui peuvent accompagner les parents ou les éducateurs ou la famille pour s'assurer que notre enfant ait un développement qui est sain, sécuritaire. Donc, entre autres, on a des dépliants qui s'appellent Ensemble pour la vigilance, qui sont divisés par tranche d'âge. Donc, on a ici le 0-6 ans. On a également pour la tranche d'âge de 6 à 12 ans et pour les adolescents de 12 à 17 ans. Donc, c'est plusieurs conseils ici pour aider les familles et les parents à accompagner leurs enfants. Puis, on a également des dépliants préventifs pour tout ce qui est la question des fugues et la question de l'exploitation sexuelle. Puis, on est en train de développer justement un dépliant qui s'adresse aux parents spécifiquement de préadolescents pour donner des outils vraiment sur le développement de l'estime de soi et des relations saines pour les préadolescents. Donc, c'était tout pour nous aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils-là vous seront utiles. Je vous invite à visiter notre site web au www.réseauenfant.retour.ong pour une multitude d'autres ressources. Et on reste disponible même pendant le confinement, donc toujours disponible par téléphone, par courriel. Et ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner dans vos différentes procédures parentales. Donc, merci beaucoup et soyez des nôtres pour une prochaine séance Facebook Live bientôt. Merci.